Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Je suis accompagné, comme d'habitude, de notre très cher Axel Ravinet. Axel était en train de m'expliquer quelque chose d'extrêmement intéressant. Il aime bien toucher quelque chose pendant le podcast. Donc Axel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as entre les mains, d'où ça vient, à quoi ça te sert, tout ça, s'il te plaît. Tu parles de ça, gros? Non, je parle pas de Un ça. pauvre crayon de papier? Non, mais l'histoire, c'est que j'ai une petite balle anti-stress en forme de sein. Bon, C'est en voilà, fait, j'étais en c'est train de vrai. montrer ma balle que j'aime bien tripoter. Et Axel me dit, ouais, j'en ai une aussi, mais je peux pas la mettre sur le podcast parce qu'elle ressemble à un sein et tout. Je fais, ah non, mais vraiment, ça, c'est tes potes qui t'ont offert ça encore. Et qu'est-ce que tu m'as répondu, Axel? On dira pas. Ah, si. Ouais, c'est à mon daron. Et voilà, donc tu peux aller la chercher et te faire plaisir à Voilà, tripoter stop. des seins pendant le podcast. Désolé de commencer comme ça, mais ça m'a fait trop rire juste avant qu'on mette en place l'enregistrement. Aujourd'hui, on va un peu rebondir sur une question que j'ai reçue. Alors pour ceux qui ne suivent pas sur Instagram, je fais généralement un Q&A les lundis. Et du coup, j'ai reçu une question et j'ai commencé à y répondre et je me suis rendu compte que c'était une question qui était beaucoup plus vaste que j'avais anticipé en démarrant la réponse sous forme de story de 15 secondes, qui est un format assez court, on va dire, pour répondre à des questions un peu compliquées. Et la question, ça parlait un peu de proximité de l'échec et de qu'est-ce que je pensais en fait des répétitions en réserve et jusqu'à où il fallait pousser une série par rapport à l'échec. Et du coup, j'avais commencé à répondre et je m'étais rendu compte que ça serait pas mal qu'on fasse un podcast là-dessus et qu'on en parle et qu'on enchaîne un peu sur les intensités d'entraînement euh, et, euh, et le volume d'entraînement. Tout ça, en fait, ça se goupille. C'est ce qu'on a un peu exposé sur nos podcasts précédents. Et du coup, je voulais commencer d'abord donc par la proximité à l'échec. Alors pour ceux qui ne savent pas, la proximité à l'échec, en fait, c'est quand vous faites une série, c'est, on va dire, à quel point vous vous rapprochez de ne plus pouvoir faire une répétition de plus. Alors, je pense qu'Axel, on peut différencier deux échecs, l'échec musculaire et l'échec euh, postural, structurel. Je sais pas trop comment on le nomme en français, toi tu dois savoir. Technique, moi souvent je dis échec, enfin tu vois, c'est l'échec postural, mais finalement ça revient à refléter la structure de la technique. Donc en vrai, ça reprend un peu les trois termes que tu as pris. Est-ce que la technique réussit à être maintenue sur l'intégralité de l'exercice ou pas? Est-ce qu'à un moment on finit par faire de la suramplitude? Est-ce qu'au bout d'un moment on change d'une manière ou d'une autre les leviers pour continuer l'exercice ou pas? Et du coup, bah, c'est un petit peu comme ça qu'on peut définir l'échec simple, l'échec musculaire de base, on n'arrive plus à faire une répétition de plus en gardant la même forme de A à Z, et l'échec technique où la technique n'est pas assez bien maîtrisée, ou tout simplement au bout d'un moment il y a un maillon faible dans la chaîne cinétique dans l'ensemble qui fait qu'on a un échec postural, on n'arrive pas à maintenir la même technique tout le long du set. Alors moi j'ai tendance à recommander de ne jamais aller jusqu'à une échec où vous allez perdre votre technique au cours d'un mouvement. C'est-à-dire que à partir du moment où Alors évidemment, par exemple quand on parle de powerlifting, le contexte est important à prendre en compte quand on parle d'une flexion de la région thoracique du dos, donc du haut du dos sur un deadlift ou des choses comme ça, à partir d'un certain niveau, à partir d'une certaine intensité, quand c'est maîtrisé, on pourrait dire que la technique n'est pas parfaite dans le sens où la manière dont on l'enseigne aux gens, c'est-à-dire avec un dos qui respecte les courbures naturelles sans aller dans les extrêmes. Mais disons que par exemple si vous faites un squat et que vous arrêtez le squat après avoir perdu votre position de dos, etc. C'est-à-dire que vous poussez votre squat au-delà de l'échec auquel vous devriez vous arrêter, c'est-à-dire que quand vous pouvez plus effectuer une répétition avec votre technique initiale. Je pense que tu es d'accord avec moi par rapport à ça, Axel.
Ouais, carrément, carrément. Ok. Après, on va pas Donc, rentrer sur le délire du deadlift avec le dos et tout, parce que là, ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier. c'est clair. C'est clair que c'était pas forcément le meilleur exemple. Je pense que le squat c'est un peu mieux parce que arrondir le dos au Ouais, squat, clairement là il y a un échec et ça peut arriver. Hein. Moi j'ai déjà vu ça. Hein. Et d'ailleurs souvent le squat où les gens se blessent finalement parce qu'ils viennent raccourcir leur leur ah mince, je perds mon français en ce moment, leur vecteur force tension longueur dans le sens où ouais. Ok, la relation quand tension-longueur au niveau de l'ensemble du rachis, surtout sur la partie thoracique, souvent. exactement, ouais. Quand tu viens arrondir ton dos, bah, tu réduis un petit peu le moment arm, comme on dit en anglais, voilà, je sais plus, le vecteur force, Le bras de levier. le bras Voilà. de levier. Le Voilà, bras de merci levier. Axel. Le bras de levier, et du coup, bah, l'exercice est entre guillemets plus évident à finir, mais au détriment de votre structure et potentiellement la triple hernie discale qui vous attend Mm, mm. à la fin de la répétition. Bref, pour revenir à l'échec, à l'échec musculaire. Donc un 10 RM, comme son nom l'indique, c'est 10 répétitions max, donc c'est avec une charge avec laquelle vous pouvez faire 10 répétitions et pas une de plus. C'est-à-dire que l'échec va arriver à la 10e répétition. Enfin, vous pouvez faire la 10e répétition, mais l'échec va arriver si vous faites une 11e répétition. Donc c'est comme ça qu'on identifie généralement l'intensité d'un set ou un 10 RM, un 5 RM, un 3 RM, un 1 RM que vous pratiquez pas mal en powerlifting qui est bah, votre répétition max et potentiellement ce que vous voulez sortir lors d'un meet ou lorsque vous faites des tests de haute intensité. Et en fait, on s'est rendu compte dans les recherches que on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'échec musculaire pour pousser l'hypertrophie de manière momentanée. C'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner avec votre 10 RM et faire par exemple 7, 8, 9 répétitions avec cette charge-là et ça va quand même pousser l'hypertrophie et du coup vous allez pouvoir progresser. Donc la question c'est pourquoi est-ce que je devrais aller jusqu'à l'échec musculaire? Alors, je vous parle d'intensité parce que c'est important à prendre en compte, dans le sens où, en fait, on se rend compte que plus l'intensité est faible, c'est-à-dire plus, on va dire que si on prend un continuum de 1 répétition à 30 répétitions, on s'est rendu compte dans les recherches qu'on peut très bien progresser sur cette marge-là. C'est-à-dire que vous allez travailler avec des intensités qui vont de 30% de votre 1 RM. Donc disons que si votre squat max au squat est 100 kg, c'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner avec 30 kg jusqu'à 100 kg et avoir des résultats à peu près équivalents en termes d'hypertrophie. Du moins de 30% à 90%, donc plutôt de 30 kg à 90 kg. Mais on s'est rendu compte que, en fait, quelque chose dont on parle pas trop, c'est par rapport à la proximité à l'échec à l'intérieur de ce continuum en termes d'intensité. Et que si vous voulez recruter des unités motrices à seuil plus élevé, vous pourrez que le faire en utilisant des intensités plus importantes ou en vous rapprochant de l'échec avec des intensités moins importantes. Donc pour vous imaginer un peu quelque chose, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de travailler sur des fourchettes de répétition entre 20 et 30 répétitions, vous allez avoir tendance à vouloir vous rapprocher le plus possible de l'échec pour que les unités motrices à seuil plus élevé soient recrutées et du coup que vous poussiez la progression. Alors que si vous utilisez des intensités plus importantes, donc par exemple que vous utilisez 85% de votre 1 RM, et ben dès que vous allez commencer à vous entraîner, les unités motrices à seuil élevé vont être recrutées dès la première répétition en fait, parce que c'est important pour que vous puissiez réaliser en fait ces séries. Donc c'est pour ça que la proximité à l'échec, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que ça va dépendre déjà de quel est votre objectif principal, ça va dépendre aussi des intensités que vous utilisez à l'entraînement et du coup, bah, la question se pose sur à quel point je dois me rapprocher de l'échec en fonction de mon entraînement. Alors, je pense que un des premiers trucs à prendre en compte, c'est effectivement l'intensité. Et du coup, par rapport à ce que je viens de dire, il y a des gens qui pourraient me dire, ouais, bah, Axel, pourquoi est-ce que je m'entraîne pas que au-dessus de 85% ou 90% sur tous les exercices? Et Allez, alors, clac, déjà, je te mets la question allez, piège. hop, allez, bonne nuit. Je sais pas, mec. Non,
Alors, je dirais déjà tout simplement parce qu'il y a des exercices parfois qui ne se prêtent tout simplement pas à des intensités aussi élevées. Par définition, si on prend un continuum assez large, autour des 90%, qu'on soit un homme ou une femme, on va dire qu'on va pouvoir faire entre 3 et peut-être 6, 7, 8 reps des fois quand on a des femmes qui sont vraiment, vraiment, vraiment costauds sur cette fourchette de répétition, même si ça reste souvent des femmes qui n'ont pas forcément un niveau d'entraînement très très élevé, parce que quand même, même si les femmes ont une prépondérance pour les fibres un peu plus lentes par rapport aux hommes, avec de l'entraînement, tout ce qui se situe autour du cortex moteur, pour faire très très simple, et en termes d'activation des différentes unités motrices, à la base, chez les femmes, c'est un peu en deçà des capacités des hommes, mais avec de l'entraînement, elles peuvent tout à fait avoir un niveau cohérent par rapport à une identité globale de ce qu'on fait du 90% ou du 95%. Donc voilà, donc globalement, on va dire que voilà, entre 3 et 6 répétitions à 90%, c'est quelque chose de normal. Sauf que bah, si demain vous commencez à faire des élévations latérales ou du butterfly lateral raises à 90%, bah, ça peut peut-être marcher sur le court terme si vous avez une structure osseuse favorable au niveau des épaules, mais sur le long terme, il y a de grandes chances pour que ça devienne pathologique et que en termes de marge de progression, ça soit très compliqué, parce que quand on parle d'intensité, on parle aussi forcément de progressive overload, et cette surcharge progressive qu'on va avoir en termes d'intensité, eh ben, elle ne sera pas possible de la même façon que vous fassiez de l'overhead press ou du squat, ou que vous fassiez des butterfly lateral raises, ou que vous fassiez des élévations latérales au câble. Donc déjà, on va dire que la première réponse, c'est que tous les exercices ne peuvent pas se prêter à une intensité aussi élevée. Donc comme vous l'a très bien dit Axel, quand vous allez faire un 5 RM, 3 RM aux élévations latérales, c'est le risque de blessure est vraiment plus important. C'est vraiment pas quelque chose que je conseille en pratique. Et c'est pour cette raison que bah, vous allez devoir utiliser différentes fourchettes de répétition, différentes intensités. Parce que ça, je pense qu'il faut le préciser, mais en fait, la fourchette de répétition va être déterminée par l'intensité des entraînements. C'est un concept que les gens ont parfois du mal à comprendre, quand ils me disent ouais, mais ok, l'intensité, mais en termes de répétition, j'en fais combien? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pourcentage de votre 1RM que vous avez utilisé va déterminer le nombre de répétitions que vous faites. Alors ça peut être différent d'un individu à l'autre, mais on va dire que euh, les moyennes sont que bah, quand vous faites un 1RM, bah, vous êtes à 100%, donc vous faites une répétition. Quand vous travaillez à 90%, on est généralement entre euh, 3 et 4, 5 répétitions. Quand vous faites du 80%, vous êtes aux alentours de 7, 8 répétitions. Et quand vous faites du 70%, vous êtes aux alentours de 12 répétitions, on va dire. Ça, c'est les grosses moyennes. Et après, ça varie d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'on a tendance à recommander d'utiliser des intensités un peu plus importantes pour les gros exercices polyarticulaires. Plus votre niveau avance et potentiellement plus vous allez devoir utiliser des intensités importantes pour recruter toutes les unités motrices et pour pousser la progression en termes de force et en termes d'hypertrophie. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard justement avec un cas concret et un exemple. Et sur des exercices où l'intensité doit être un petit peu plus faible sur les exercices d'isolation, etc. Vous allez vous retrouver avec des intensités un petit peu plus faibles, donc plutôt du 60% à 70%, par exemple sur des élévations latérales, où ça va driver des fourchettes de répétition on va dire, de 10 à 16, 20 répétitions, et où sans doute il faudra se rapprocher un petit peu plus de l'échec pour être sûr de recruter toutes les unités motrices au niveau de ces groupes musculaires-là pour pousser l'hypertrophie. Alors, pour revenir à cet exemple, en fait, souvent, ce qu'on voit généralement, alors avec la démocratisation d'Instagram et de l'information facile, mais un petit peu bâclée de temps en temps, parce que c'est difficile d'introduire un contexte, de parler de tout avec précision sur Instagram, parce qu'il faut du contenu facile à consommer, l'attention des gens diminue, donc il faut des trucs un peu fun et tout. Donc ce que tu vois souvent, c'est les intensités d'entraînement, de toute façon tu peux t'entraîner avec 30% ou 90%, les résultats seront les mêmes. Et la proximité à l'échec, même si tu es à 4 répétitions de l'échec, de toute façon les résultats seront les mêmes, tu vois. Et
Et moi, ça m'embête un petit peu parce que le contexte est toujours important et toi, tu le sais que si tu t'entraînes au squat, au soulevé de terre ou au développé couché à chaque fois à 4 répétitions de l'échec, les résultats en termes d'adaptation et en termes de progression, on est d'accord, vont pas être les mêmes. Ouais, carrément. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement, parce que comme tu dis, il y a cette idée de l'information facile, et du coup, bah, souvent, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop la vulgarisation, parce que souvent, on perd les nuances, et c'est pour ça que bah, souvent, les vignettes Instagram, les formats un peu enfin, en termes de design graphique qui marche le mieux, c'est toujours les trucs les plus simples, les plus visuels, mais c'est souvent là qu'on perd le plus d'informations. Et bah, si par exemple vous faites du power et que vous voulez développer au maximum votre force par rapport à un cas concret, donc qui est ici le powerlifting, donc c'est-à-dire réussir à faire votre 1 RM, mais en étant le plus proche possible en fait de votre 1RM, parce que vous pouvez très bien aller en compétition, faire une dernière barre au deadlift à 257,5, et peut-être que ce jour-là votre maxi c'était 260. Mais ça, vous ne le saviez pas avant de le tester, mais pour avoir une vraie estimation de votre 1RM, vous avez besoin toujours d'être proche de cet échec de manière concrète. Et quand on fait du powerlifting, bah, ce qu'on veut en fait, c'est faire la dernière barre qu'on est capable en étant à l'échec en fait en fin de compte, mais à, à l'échec en étant RIR 0. C'est la dernière répétition que vous pourrez faire avec cette charge-là. Et en powerlifting, si vous entraînez toujours à 3-4 RM, vous aurez du mal avec ce principe de spécificité d'être au maximum de votre capacité sur un exercice. Donc, par définition, non, les résultats ne seront pas les mêmes, par exemple, pour ce contexte-ci. Je pense que c'est important qu'on introduise les nomenclatures RIR et RPE. RPE, c'est Rate of Perceived Exhaustion, c'est-à-dire le niveau de Ouais. difficulté perçu sur un mouvement qui est beaucoup utilisé, qu'on voit beaucoup. C'est quelque chose que j'apprécie pas particulièrement dans le sens où pour moi c'est quelque chose de très subjectif et ça va vraiment dépendre d'une journée, d'une performance. Et à mon avis c'est difficile de juger par rapport à ça dans la plupart des cas. Alors je sais que je vais sans doute me faire insulter en disant ça parce qu'on va me dire ouais mais il y a des mecs qui sont archi forts et plus musclés que toi qui utilisent ça, etc. Et c'est tout à fait vrai. Mais encore une fois, j'aime pas cette subjectivité parce que chez certaines personnes, ça marche très très bien parce ils arrivent à avoir une bonne vision de leur entraînement. Mais je pense que pour la grande majorité des gens, c'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Et après, RIR, c'est quelque chose qui a été vraiment démocratisé par Mike Israetel, je pense, parce que dans toutes ses Ouais. programmations, c'est quelque chose qu'il a introduit. Et c'est reps in reserve, donc c'est-à-dire les répétitions de réserve. Et en fait, où on utilise aussi RTF, reps to failure, qui est le nombre de répétitions jusqu'à l'échec, dont on parlait juste avant. Et en gros, bah, c'est tout simple. Enfin, à mon avis, c'est un petit peu plus évident à expliquer que le RPE avec leurs 9,5, 8,5, etc. Mais en gros, avec les répétitions en réserve, c'est littéralement, bah, si vous faites un 10 RM et que vous faites 7 répétitions, bah, c'est un 3 répétitions en réserve, un RIR 3, c'est-à-dire que vous aviez potentiellement encore 3 répétitions avant d'avoir un échec. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les programmations de renaissance périodisation avec Maquis Retel, où bah, il a des blocs de progression où alors sa structure c'est généralement 5 semaines, 4 semaines de progression et la cinquième semaine en deload. Et en Mm. fait, vous commencez sur la semaine 1 où vous êtes à 4-5 répétitions en réserve. Et à la fin du bloc, donc à la quatrième semaine, vous êtes à RIR 0, donc c'est-à-dire qu'il veut que vous alliez chercher, ou RIR 1, je sais plus, c'est 0 ou 1 ou un truc comme ça. Et vous allez vous rapprocher le plus possible de l'échec avec je crois que c'est les mêmes poids qu'il utilise, ou je sais plus s'il augmente d'une semaine à l'autre dans ses programmations classiques, mais c'est quelque chose d'assez similaire. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, la proximité à l'échec a son importance en fonction vraiment des intensités que vous utilisez. Et c'est pour ça que souvent, alors ce qui est bien, c'est dans les recherches, on a pas mal de trucs par rapport à ça qui comparent des exercices comme le leg extension, des exercices comme le développé couché, où
on prend les participants et on leur impose de s'entraîner avec 30% de leur 1RM et 80% de leur 1RM. Et on regarde l'EMG, on regarde l'activation des unités motrices, etc. Et on se rend compte que l'activation sur des intensités plus basses prend énormément de temps. C'est-à-dire que euh, euh, je pense qu'il faut aussi qu'on parle des types de fibres, si tu es Ouais, d'accord. ouais, C'est-à-dire que vas-y. bon, vous avez plusieurs types de fibres qui composent vos groupes musculaires. Des types 1 qui sont plus endurants et qui vont travailler un peu plus bah, justement sur des efforts d'intensité plus basse. Et vous allez après avoir des type 2, type 2A, type 2B, et je crois qu'il y a même type 2X maintenant. Enfin, Ouais. il y a des unités motrices pour les seuils plus élevés qui ont été découverts également et qui s'activent quand l'effort est d'une intensité très élevée et où bah, vous avez besoin de toutes les unités pour effectuer le mouvement. Euh, je sais plus où je voulais en arriver avec ça, mais dans le Ah sens... bah du Ouais, coup, excuse-moi. Ouais, ouais, vas-y. c'était sur les activations justement, que les activations, je pense que ce que tu voulais dire, c'était que les activations à basse intensité mettaient plus de temps à arriver. Exactement. Et quand on regarde dans les recherches les différences entre s'entraîner à 30% et à plus de 80%, c'est vraiment ça qui ressort. C'est que bah, quand vous vous entraînez avec des intensités plus élevées, toutes les unités motrices se mettent en route dès les premières répétitions parce que l'effort est beaucoup plus intense et beaucoup plus difficile à effectuer. Alors que quand vous vous entraînez avec des intensités plus faibles, eh ben, ça va prendre du temps au cours de votre série pour se mettre en place. Et du coup, si vous n'avez pas le mindset pour pousser vos séries jusqu'à la proximité à l'échec, et ben potentiellement vous n'allez pas avoir d'adaptation et vous n'allez pas progresser. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit beaucoup bah, dans les entraînements maison parce que les intensités sont pas élevées et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup chez les débutants. Ouais. Ouais, je suis carrément d'accord. Je pense que sur ça, j'aurais pas grand-chose à rajouter, mais juste, je reviendrai juste vite fait sur le principe du RPE où tu parlais tout à l'heure, où moi, j'aime pas trop aussi le RPE, mais il y a certains moments où le RPE, en fait, c'est utilisé tout simplement comme des RIR. Donc, c'est-à-dire que, en fait, au final, utiliser un RPE ou un RIR en fonction de comment le RPE est utilisé, j'espère que vous me suivez parce que ça fait beaucoup d'acronymes en pas beaucoup de phrases, mais en gros, un RPE 9 correspond tout simplement à un RIR 1. Si vous êtes à 9, ça veut dire que eh bien, vous êtes à une répétition de l'échec. Si vous êtes à RPE 8, vous êtes à deux répétitions de l'échec. Donc en fait, tout simplement, c'est deux échelles qui sont similaires, mais au final qui ont deux dénominations différentes. Et juste sur le RPE, moi je suis pas trop fan, comme j'ai dit juste avant, mais parfois je pense que sur certains athlètes qui s'auto-coachent, et qui ont tendance peut-être un peu à se sous-estimer, se dire je vais aller chercher un RPE 9 peut être plus révélateur de la performance quand on se rapproche d'un bloc de powerlifting ou on se rapproche d'un mythe pour se rendre vraiment compte des intensités qu'on est capable d'aller chercher. Alors que si on est un peu sur la réserve, on se dit bon bah la semaine dernière j'ai fait 190 au deadlift, ça va, c'était facile, mais je sais pas ce que je peux faire, donc vas-y la semaine prochaine je vais faire 192,5. Alors que ça se trouve cet athlète il pourrait déjà dès maintenant faire un top 7 à 200 ou 202,5 sans avoir une fatigue excessive, sans avoir de problème particulier sur sa technique. Donc je pense qu'à certains moments d'une programmation, sur certains profils, ça peut être intéressant. Mais je préfère quand même les pourcentages. Et vu que je suis toujours très proche de mes athlètes, moi quand je coach, euh, enfin que je dise un RPE 9 ou que je dise ouais tu vas me faire une fois 285 au deadlift, on est dans la même chose et c'est plus concret pour moi de parler en termes de pourcentage. Ok. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Donc, comment on pourrait résumer ça, c'est que si vous faites des intensités faibles, soit parce que vous préférez, soit parce que bah, votre entraînement vous l'impose, en particulier en ce moment avec bah, le contexte actuel, avec Covid et les entraînements maison, bah, essayez de vous rapprocher le plus possible de l'échec. C'est-à-dire que si vous faites des pompes et que vous pouvez faire 26 pompes, bah essayez de faire 26 pompes, voire 27, et vous arrêtez pas à 20 pompes et en vous disant ouais la flemme de faire 6 autres parce que bah, je suis déjà fatigué, parce que malheureusement vous n'avez pas poussé la progression de cette manière. Et si vous utilisez des intensités plus élevées,
et ben là potentiellement vous pouvez être un petit peu plus conservateur si vous travaillez avec des intensités au-dessus de 85%. C'est-à-dire que par exemple, encore une fois, si votre squat max est 100 kg et que vous faites des répétitions à 85 kg, 90 kg, bah potentiellement allez pas chercher l'échec sur ces exercices-là, restez à une répétition, deux répétitions de l'échec et vous aurez des résultats qui sont tout aussi bons. Alors, un autre truc dont il faut parler, c'est, alors j'en ai pas parlé, mais quand je parlais du recrutement à seuil plus élevé, c'est que la fatigue est nécessaire pour atteindre le recrutement des unités motrices un peu plus élevées. Et en termes de fatigue, je pense qu'il faut en parler parce que le problème d'aller jusqu'à l'échec, le problème principal dont j'ai pas encore parlé, c'est qu'en termes de récupération, c'est beaucoup plus long en fait. Donc si vous vous entraînez jusqu'à l'échec à chaque fois sur toutes vos séries, vous allez devoir avoir un temps de récupération qui est beaucoup plus lent. Et du coup, si vous regardez de manière globale votre entraînement, eh ben, vous n'allez pas pouvoir avoir une fréquence d'entraînement aussi élevée parce que vous allez avoir besoin de plus de temps de récupération entre vos séances sur le recrutement d'un groupe musculaire. Dans le sens où si je vais à l'échec sur mon développé couché le lundi, bah, je ne vais pas faire un exercice de pec le lendemain parce que je n'aurai pas récupéré de cette séance-là. Et ça, si votre objectif principal c'est le développement musculaire, bah, potentiellement vous vous tirez une balle dans le pied parce que c'est pas forcément le premier driver. On rappelle que bah, même si on aime bien faire des mèmes et des jokes là-dessus sur internet, le driver principal de l'hypertrophie reste bah, le volume d'entraînement. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Et je pense que j'aimerais bien enchaîner tout ça parce qu'après on va en reparler en détail sur la conversation qu'on a eue sur notre dernier podcast. On parlait de Jordan Peters. Et j'ai pas mal de gens qui justement m'ont interpellé par rapport à ça, dans le sens où Jordan Peters, il a un entraînement où il s'entraîne peu en termes de jours par semaine, mais où il pousse tous ses entraînements jusqu'à l'échec avec des intensités de ouf. Et du coup, on me demande, ouais, mais est-ce que ça serait pas mieux finalement de s'entraîner comme ça parce que bah, il est énorme, il a des performances de ouf. Pourquoi est-ce qu'on s'entraînerait pas tous comme ça? Eh ben, moi, la première réponse que j'ai à donner, c'est son niveau. Clairement son niveau et la connaissance qu'il a lui-même de son intensité. Parce que, alors après, faut faire la différence entre deux choses. C'est que JP peut se retrouver à l'échec. Et il peut se retrouver aussi RIR 0. Déjà, c'est deux choses à différencier. RIR 0, ça veut dire qu'il va pousser sa dernière répétition au max, il va pas faire d'échec, mais il pourra pas en faire une de plus. Alors que être à l'échec par définition, c'est vous êtes arrivé au bout du bout et vous vous dites ah je vais quand même essayer de faire une répétition et soit vous vous retrouvez comme un con à devoir poser les haltères ou alors c'est votre pote derrière qui lâche son meilleur curl bar pour remonter votre barre de bench. Donc l'échec, clairement, c'est ça. Si on parle déjà de manière à une échelle un peu moins Et, élevée en termes de et, performance, ouais vas-y. et quand tu regardes ses entraînements, il fait les deux, hein. Parfois, il finit sa Ouais, répétition. Parfois, tu vois qu'il part sur une autre répétition et il s'arrête au milieu, genre au Romanian deadlift et tout. Il va ouais, vraiment ouais, jusqu'à l'échec. ouais. Ouais, carrément. Je suis d'accord. Et donc, du coup, de ce que j'allais dire, c'est que je sais que depuis le temps que je m'entraîne et je fais pas partie des profils qui apprécient faire X répétitions, faire 25 répétitions. Moi, je préfère plutôt faire du 3, 4, 5, 6, 7, 8 répétitions. C'est plutôt mon truc. Et avec des grosses intensités. Et ça m'arrive quasiment jamais de faire d'échecs. Par contre, être RIR 0, c'est extrêmement récurrent. Et ça traduit bien que cette proximité à l'échec peut éventuellement être mise en place chez certains athlètes, mais à condition d'avoir un proxy qui vous conditionne à connaître à quel moment est votre RIR 0, à quelle intensité vous pouvez passer sur la série d'après ou sur la séance d'après. Si vous avez aucune idée de ça, bah forcément c'est problématique. Et je pense que, et après je vais te redonner la parole, que un deuxième facteur à prendre en compte, c'est vraiment si vous êtes un athlète naturel ou pas. Ça fait énormément la différence parce que si vous êtes RIR 0 à tous vos entraînements ou que vous êtes à l'échec à tous vos entraînements, vous n'allez pas récupérer. Alors que bah forcément, un athlète qui est sous chimie, surtout des mecs comme JP qui ont des dosages qui sont absolument faramineux quand on regarde un petit peu les logs de ces protocoles,
bah forcément sa capacité de récupération, c'est pas la même que le mec qui s'entraîne depuis 2 ans et qui, voilà, qui pèse 75 kilos et qui fait 1m80 et qui se dit, bon bah voilà, je vais à la salle, je vais faire de mon mieux, mais le mec ne dédie pas sa vie à ça. Donc tout ça, c'est des contextes qui sont à prendre en compte. Ouais, ouais, c'est hyper important. Et je pense que pour rebondir à ce que tu disais juste avant, par rapport au niveau, il y a aussi l'expérience qui découle du niveau, dans le sens où beaucoup de gens qui n'ont jamais connu l'échec se trompent totalement sur ce qu'est la proximité à l'échec, en fait. Et ça, Clairement. c'est quelque chose dont j'aurais peut-être dû parler un petit peu plus tôt, mais c'est aussi quelque chose qui est hyper important à dire, c'est que les gens on peut, enfin, ne savent pas se situer en fait sur ce continuum. Tu vois, si on prend un DRM, tu demandes à quelqu'un, genre, ah ouais, non, mais là, je pense pas que j'avais encore une répétition, alors que si tu lui mets un gun sur la tempe et tu lui dis, non, non, tu t'en fais plus, Mhm. il va te sortir 7 8 répétitions de plus. Ouais. Enfin, c'est hyper commun. Mhm. Je pense que toi qui as un peu plus l'habitude de coacher en one-to-one, en salle, etc., tu t'en rends compte que souvent, bah, entre la première répétition et la dernière répétition, la vélocité, donc la vitesse d'exécution ne baisse absolument pas. Et toi, d'expérience, tu sais que quand tu te rapproches de l'échec, la vitesse de la répétition va décroître énormément. Et du coup, tu sais que Ouais. tu peux le pousser encore et lui dire, non, non, mais là, t'en as encore trois quatre là. Tu vois. Ouais, ouais. Et, 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 et ça, les mecs ne s'en rendent pas compte, hein, très clairement. Exactement. Et c'est Mhm. ça le problème, c'est que après, quand tu dis à des gens, ouais, bah ça serait bien en termes d'hypertrophie, tu vois, à la Mike Israetel, de s'entraîner à 2 répétitions de l'échec. Mais en fait, leurs 2 répétitions de l'échec, c'est 8 répétitions de l'échec. Donc en Ouais, fait, leur proximité à l'échec est complètement différente et leur progression, bah, n'est pas là ou se fait pas, surtout s'ils ont des intensités un petit peu plus faibles, parce qu'ils sont vraiment largement plus loin de l'échec que ce qu'ils pensent. Et quelque chose dont on n'a aussi pas parlé, c'est que quand tu travailles avec des intensités un peu plus faibles, c'est ce que tu disais, t'aimes pas ça, parce que c'est vraiment dur en fait. Si vous faites un psychologiquement, vrai... Exactement. je l'ai pas, moi. Exactement. Je l'ai pas, le C'est, mental, je l'ai pas, hein. Je dis la c'est, vérité, moi, je l'ai pas. et c'est un, et Mhm. c'est un facteur qui est vraiment important, parce que faire un vrai 20 RM au squat, c'est-à-dire que la 21e répétition où vous remontez pas, psychologiquement, c'est vraiment difficile. C'est pas, enfin, pour moi, c'est plus facile de m'entraîner sur un 8 RM au squat que sur un 20 RM, parce que 20 RM, il faut se mettre dans la tête que, en fait, tu as l'impression que ton 10 RM, enfin, ta 10e répétition, c'est déjà ta répétition max, en Ouais, fait. Ça, ouais. c'est un peu cette sensation-là, c'est-à-dire que tu te dis, ah ouais, non, mais là, je peux pas. Et en fait, tu sais que tu peux, mais tu t'es obligé de te mettre dans un mindset où tu te dis, non, il faut que j'enchaîne, etc. C'est vraiment difficile. Donc, pour les gens qui sont vraiment entraînés avec des intensités plus faibles, qui ont vraiment poussé des séries jusqu'à ralentir, à pratiquement s'arrêter sur les dernières répétitions, comprennent que mentalement, c'est vraiment dur. Et t'imagines si tu dois t'entraîner sur chaque série, sur chaque exercice, sur un entraînement comme ça, c'est hyper compliqué. Et un autre facteur à prendre en compte aussi pour les plus faibles intensités, c'est que la fatigue accumulée est beaucoup plus importante qu'avec des plus grosses intensités, tout simplement parce que le tonnage total, qui est bah, finalement le vrai volume d'entraînement, est beaucoup plus gros en fait. Parce que prenons des chiffres un petit peu simples. Disons que ton 1 RM au squat, encore une fois, c'est 100 kg, et que tu fais, on va dire, 3 fois 10. Donc tu fais 3000 kilos en termes de tonnage. Je me trompe pas, oui, c'est ça. Tu me regardes, je me dis, attends, j'ai Ouais. dit une connerie. Non, Et, si, euh, si. que, et que tu t'entraînes, bah, par exemple, ah ouais, mais non, ça marche pas, parce que je disais ton 1 RM à 100 kilos, donc ça marche Ouais, mais pas. tu peux dire on peut dire le DRM, on peut dire Le le 10 RM, DRM ouais. au pire. Exactement. Ouais, mais après, ça va être un peu plus dur d'estimer. Mais si après vous faites, bah, par exemple, euh, un entraînement avec 60 kilos et que vous faites 20 répétitions à 60 kilos x 3, eh ben, le tonnage total sera largement supérieur à 3000 kilos. Donc, votre volume d'entraînement sera plus important. Et vu que vous avez un volume d'entraînement plus important, votre temps de récupération et la fatigue accumulée sera aussi plus importante. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc pour revenir à Jordan Peters, vu que c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience de l'entraînement, qui sait se pousser et qui a le mindset pour aller vraiment jusqu'à l'échec,
ou à RIR 0 comme tu dis, il peut bénéficier de ce type d'entraînement parce que je pense qu'au niveau où il est, pour vraiment pousser l'hypertrophie et recruter toutes les unités motrices qu'il a besoin pour continuer à progresser, eh ben, il est finalement obligé d'utiliser des intensités extrêmement élevées et se rapprocher le plus possible de l'échec. Mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire à tout niveau. Et je pense qu'il y a un autre truc, un autre facteur à prendre en compte, c'est le facteur blessure. Et je pense que quelqu'un comme Jordan Peters, de toute façon tu le vois si tu le suis, il se blesse souvent. Mais il se blesse souvent parce qu'il travaille avec des telles intensités, il prend beaucoup plus de risques sur certains exercices. Vu qu'il se rapproche en plus de l'échec, et ben, si à cause de la fatigue accumulée, il ne maîtrise pas complètement son mouvement à certains moments, bah, le risque de blessure est plus important. Et ça, c'est quelque chose quand même à prendre en compte sur le long terme et sur l'entraînement, et surtout quand tu mets en place une programmation pour quelqu'un, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et c'est pour ça que du coup, bah, pour répondre un petit peu à la question globale, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas s'entraîner comme ça? Bah, tout simplement parce qu'il y a très peu de personnes au final qui peuvent le tolérer. Et JP, c'est un petit peu, on pourrait dire que c'est un petit peu une marque d'entraînement. Il y a des athlètes à lui, mais qui sont dans les mêmes conditions que lui, qui réussissent à s'entraîner comme lui. Mais il le dit lui-même, tout le monde ne s'entraîne pas comme moi. Il a des athlètes qui ont un excellent niveau, qui sont probablement peut-être pro ou qui seraient dans les capacités de passer pro, qui s'entraînent en full body. Il y en a qui s'entraînent en upper lower, il y en a qui s'entraînent en push-pull leg. Tout dépend de la capacité de récupération de chaque athlète. Et par rapport à ce que tu disais au niveau de l'intensité, pour donner une petite anecdote, il y a Kuba qui était un des élèves de JP. Quand il parlait d'intensité, il disait en fait l'intensité, tu peux toujours la pousser plus loin. Alors, oui et non, mais par rapport à ce que tu disais, c'est que des fois il pensait être RIR 0, et en fait, il se rendait compte que quand il refaisait la même séance, ou au moment où il croyait qu'il était RR 0 et qu'il allait abandonner sa série, il y avait un mec qui lui gueulait dessus et qui lui disait: Allez mon gars, encore une, tu peux encore en faire une, encore en faire une, encore en faire une. Bah le mec en fait allait chercher 3 répétitions en plus, alors que Kuba c'est un athlète qui est très très bon, qui a beaucoup d'expérience, enfin il est pas si vieux que ça, je crois qu'il a 25 ou 26 ans, mais mine de rien il a un physique qui est très entraîné, c'est un mec qui a l'habitude de s'entraîner à de hautes intensités, et il disait que bah même avec ça, ben, il se rendait compte que des fois, l'intensité qu'il croyait être l'intensité maximum, bah, ne l'était pas, tu vois. C'est hyper intéressant que tu dis ça parce que j'ai déjà commencé à le faire avec quelques personnes parce que j'avais ce questionnement, tu vois, entre d'un côté à la Jordan Peters, haute intensité, faible volume d'entraînement, beaucoup de récupération, et de l'autre côté, bah, l'approche un peu plus, on va dire, evidence-based, dans le sens où si tu suis recherche, tu te rends compte que bah, en ayant une proximité raisonnable de l'échec, en ayant un volume d'entraînement optimisé, etc., bah, tu te rends compte que tu peux progresser énormément en réduisant le risque de blessures et les problématiques qui vont avec ça, et le fait aussi que bah, tout le monde n'a pas envie de s'entraîner à la Jordan Peters parce que tout le monde ne peut pas le faire. En termes de mindset aussi, c'est pas évident, hein. Donc peut-être qu'il y a des gens qui veulent aller à la salle un peu plus souvent, avoir besoin de moins de récupération, être un petit peu plus modérés dans leurs entraînements, pas besoin de mettre du métal hardcore et de se donner jusqu'à Mhm. mourir sur les répétitions, et avoir des résultats bah, à la Mike Israetel où tu t'en sors très bien. Et c'est aussi bah, c'est ce qu'on propose aussi via Bayesian, c'est-à-dire l'optimisation en fonction du niveau. Et, euh, et en fait, du coup, à cause de, comme tu disais, cette proximité à l'échec, ce que j'ai commencé à implémenter pour des athlètes intermédiaires, alors je ne le fais pas pour des débutants, mais pour des athlètes intermédiaires et avancés, c'est de vraiment leur demander de faire quelques entraînements où ils se poussent jusqu'à l'échec, ou au moins sur certains exercices où ils se poussent jusqu'à l'échec, mais le vrai échec. Et du coup, tu peux très bien sélectionner certains exercices qui sont bah, moins dangereux, où tu peux leur permettre de pousser jusqu'à l'échec sans risquer de se blesser. Je parle en particulier des trucs comme des chest press convergentes, où tu as une stabilité externe, où le mouvement est maîtrisé par la machine et tu vas pas te faire mal, ou tu vas pas perdre l'équilibre et te tuer avec une barre, etc., où tu as besoin de spotter et tout. Parce que toi, tu peux le faire parce que enfin, quand tu t'entraînes en salle, du moins, tu peux pousser jusqu'à un RIR 0 parce que souvent, bah,
as des spotters, tu as des gens en qui tu as confiance et tu sais qu'ils vont Clairement. te sauver la vie si tu te merdes. Le mec qui fait son développé couché tout seul à Fitness Park, clairement, ou tout seul dans son garage, on rigole, mais il y a énormément d'accidents comme ça aux États-Unis, de mecs qui se tuent sous des barres de développé couché. C'est triste, mais malheureusement, ça arrive. Et du coup, je demande justement à ces personnes de faire comme Kuba, finalement, c'est de pousser vraiment jusqu'à l'échec pour qu'ils arrivent à comprendre qu'est-ce que l'échec et comment s'en approcher et quelles sont les sensations que tu ressens quand tu es proche de l'échec. Et en fait, tu te rends compte que certaines personnes, parce que elles s'entraînent depuis peu d'années et qu'elles ont tout optimisé, et ben du coup elles sont jamais allées jusqu'à l'échec. Parce qu'on leur a toujours dit non mais l'échec musculaire t'as pas besoin d'y aller donc t'as pas besoin d'y aller pour progresser donc bah du coup t'y vas pas en fait. Mais le problème c'est que vu que t'y vas pas, tu sais pas ce que c'est. Ouais, Et moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, bah, je poussais tout jusqu'à l'échec. Parce que c'était il y a plus de 10 ans et je ouais, savais pas en fait. Mais du coup, je sais maintenant ma proximité à l'échec parce que j'ai cette expérience préalable. Et je pense que pour certaines personnes, ça peut être très intéressant de choisir certains exercices et de vraiment se pousser jusqu'à l'échec. Donc je le recommanderais plutôt pour des gens intermédiaires, dans un contexte où ils peuvent ne pas se blesser, pour vraiment avoir cette sensation. Et comme tu disais, ce mec-là, Kuba, finalement, il se rend compte que en termes d'intensité, enfin, en termes de proximité à l'échec, il n'était pas forcément là où il pensait qu'il était en fait. ouais. Et pourtant, il était déjà haut, hein. Il était déjà haut, hein, pour lui, par rapport à l'ensemble de la population, par rapport à l'ensemble des personnes qui écoutent ce podcast. Il était probablement déjà très haut. Mais pour lui, le fait de rajouter une répétition, je connais pas ses perfs, mais je dis une connerie. Si bench à 180 et qu'il est à sa 10e rep et qu'il peut rajouter une répétition à 180 alors qu'il pensait que son 10 RM c'était 180, au final c'est son 11 RM, bah, ça fait une différence parce que le tonnage qu'il rajoute avec une seule répétition, bah, il peut être beaucoup plus important que la plupart des gens. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte en disant pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas s'entraîner, même s'il y a quand même cette notion de relativité et que chaque individu est indépendant, c'est que si JP fait un triplé à 300 au Romanian Deadlift ou si vous faites un triplé à 120 au Romanian Deadlift, je pense pas que dans l'absolu, même s'il y a cette notion de relativité et de masse musculaire, que l'impact et que la tension mécanique engendrée soit exactement la même. C'est purement anecdotique ce que je dis, mais je pense quand même que cette notion de charge totale impliquée par le tonnage peut avoir un impact, et une fois de plus je le dis, hein, c'est anecdotique, hein, c'est peut-être de la broscience même, peut avoir un impact sur les résultats au final. Bah non, je pense que tu as raison dans le sens où le driver, ça va être le volume total. Le problème, c'est que si tu t'entraînes trop proche de l'échec, eh ben, le volume total que tu vas pouvoir mettre en place est inférieur parce que la récupération est plus importante. Tu vois, donc finalement, ça a du sens ce que tu dis. C'est-à-dire que plus ta proximité à l'échec est importante, plus tu peux euh, augmenter ton volume d'entraînement d'une certaine manière. Et c'est souvent ce qui est Ouais, critiqué par les gens qui critiquent le haut volume. Ils disent tous genre, ouais, mais en fait, vous entraînez pas vraiment parce que vous poussez pas ouais, les séries proches de l'échec et c'est pour ça que vous pouvez faire autant de volume, etc. Et d'une certaine manière, moi, quand j'ai des clients ou quand je travaille avec des gens qui ont un peu d'expérience et que je vois ça, je les alerte un peu là-dessus. Je leur dis, ouais, ok, t'as un gros volume d'entraînement, mais effectivement, tu vois, genre tes proximités à l'échec, je regarde tes entraînements euh, dans le sens intensité, dans le sens, tu sais, l'intensité par série d'entraînement, pas intensité en termes de pourcentage du 1RM, ouais, ouais. et pas là, tu vois. Et du coup, effectivement, est-ce que tu vas vraiment pouvoir progresser comme ça, même si tu fais un volume énorme? Je pense que pendant un certain temps, oui, mais comme, enfin, à un moment, il va falloir que tu pousses un peu plus proche de l'échec parce que sinon, tu vas rester au niveau où t'es, en fait, finalement. Ouais, et c'est Et... marrant Vas-y, continue, gros, si tu veux. Non, non, vas-y. Et j'allais dire justement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que justement, quand tu parles de cette notion d'intensité, c'est généralement aussi pour ça que quand on a une programmation, alors je sais que moi c'est souvent le cas quand j'ai un upper-lower, l'intensité qui est subie en fait par le corps de manière générale lors d'un lower entraîne forcément, entre guillemets, le fait d'avoir moins d'exercice sur ses lowers que sur ses uppers. Parce que l'intensité qui est subie par le corps ne permet pas d'avoir, par exemple,
8 exos pour les jambes. Alors que quand je faisais ma sèche, je pouvais m'entraîner que 4 fois par semaine. Je sais que mon upper avait 8 ou 9 exos, alors que mes lowers avaient que 4 ou 5 exos. Parce que déjà, après mon deadlift ou après mon squat, j'étais complètement rincé. Mes jambes avaient pris tarif, mes mollets avaient pris tarif, mon rachis avait pris tarif, mes extenseurs avaient pris tarif, mes trapèzes avaient pris tarif, et j'étais mort, j'étais KO. Alors que quand je fais mon bench, j'envoie une grosse intensité, mais le nombre de muscles sollicités globalement étant inférieur me permet de continuer en fait à accumuler du volume sur d'autres groupes musculaires ou sur ces mêmes groupes musculaires, mais parce que l'intensité subie est inférieure. Ouais. Non, non, je suis tout à fait d'accord et c'est souvent ce que ce que tu observes de manière anecdotique. Mais je pense il y a un entre-deux qu'il faut trouver dans le sens où euh, j'aurais tendance à dire que aller jusqu'à l'échec, c'est pas ce que je conseille pour les raisons qu'on a énoncées dans ce podcast, c'est-à-dire proximité à l'échec, risque plus important de blessure parce que euh, dégradation de la technique, parce que temps de récupération plus important, donc optimisation du volume plus difficile à mettre en place, et du coup en termes d'hypertrophie, vu que tu as moins de volume, potentiellement tu vas moins progresser. Et d'un autre côté, avec, tu vois, si tu regardes de l'autre côté, avec proximité à l'échec trop importante, volume à outrance, mais donc sans intensité sur les séries, bah, je pense qu'il faut vraiment trouver un entre-deux où il faut quand même se rapprocher de l'échec. Il faut peut-être savoir qu'est-ce que l'échec pour pouvoir s'en rapprocher. Et je pense que par rapport à quelque chose, par rapport à ça, il faut qu'on parle aussi de vitesse d'exécution, qui est quand même un marqueur hyper intéressant en termes de proximité à l'échec. Toi, tu as l'habitude parce que tu évolues dans une salle de power, mais les gens ne s'en rendent pas forcément compte que si tu n'as absolument pas de variation de vitesse entre ta première répétition et ta dernière répétition finale, c'est que tu es encore loin en fait de Ouais. l'échec musculaire, sans doute beaucoup plus loin que tu ne le penses, parce que dans les recherches, c'est très clair que l'échec va commencer par une isométrie en fait. Tu vois, quelqu'un qui remonte pas sur le squat, c'est pas. En fait, il s'arrête en termes. Il fait un exercice isométrique où il n'arrive pas à monter plus haut. Et là, c'est son développement de force maximum en fait. Alors, le squat, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple parce que ça demande une technique, etc. Mais un exercice comme le hack squat par exemple, où c'est vraiment. Tu pousses aussi fort que tu peux et ta technique va pas se dégrader a priori, euh, tu peux juger en fait ta proximité à l'échec par la vitesse d'exécution du mouvement. C'est-à-dire que plus tu vas te rapprocher de l'échec et plus tes répétitions vont être lentes. Et si tu regardes des mecs qui se poussent vraiment proche de l'échec à l'entraînement, peut-être que Kuba il avait fait ça sur le hack squat, non? Parce que je sais qu'il aime bien le hack squat. Franchement, je sais pas. Tu Je sais sais pas pas? du tout. Ok. Ouais, non, je sais pas. Mais ouais, mais par exemple Jordan Peters et tout, tu vois, ils font leur première répétition qui a une vitesse quand même, déjà qui est pas aussi rapide que s'il était avec 60 kilos sur le hack, mais tu vois quand même une décélération entre sa première répétition et sa dernière répétition, parce que Ouais. sur sa dernière répétition, c'est les unités motrices à seuil élevé qui se mettent en place, et en fait la vitesse décroît, en fait plus l'effort est intense et plus la vitesse d'exécution décroît. C'est juste, c'est le codage du système nerveux qui se met en place et qui fait en sorte que, je pense, c'est pour pas déchirer le muscle sous la tension. Et ben la force qui est appliquée est un petit peu plus lente avec ces unités motrices plus élevées par rapport à des unités motrices de seuil plus faible qui sont tu vois, qui peuvent exploser d'une certaine manière et être beaucoup plus et engendrer une vitesse beaucoup plus importante parce que la charge et l'intensité de l'exercice n'est pas aussi grande en fait. Donc ça, je pense que toi tu le vois à l'entraînement, mais je pense que les gens qui écoutent ce podcast, vous pouvez aussi voir que si vous commencez vraiment à perdre de la vitesse sur vos séries, sur vos répétitions, c'est que vous vous rapprochez plus de l'échec. Ouais. Et c'est vrai que c'est un très très bon marqueur. Je sais que souvent, si je peux démarrer un triplé avec la première rep, on se dit, ah, bah, Axel il va faire 5 reps ou 6 reps. Et puis bah, déjà à la deuxième rep, ça a déjà un peu ralenti. Et puis à la troisième rep, bah, là on est quasiment, on est très 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 proche que la barre s'arrête. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais bien souligner, c'est que bien souvent, les athlètes les plus avancés réussissent quand même à garder beaucoup de vitesse en étant proche de l'échec. Donc c'est-à-dire que si vous faites un 8 RM, et ben peut-être que
à la sixième répétition, on se dira, ça va, il est encore frais, il en a encore sur le coude. Et puis à la septième répétition, on va se prendre un gros drop, enfin un gros down en termes de vitesse. Et puis à la huitième répétition, on saura que en fait c'était la dernière et que là on était RIR 0. Je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même prendre en considération, comment dire, toi tu juges qu'il a encore de la vitesse. Mais quand tu vois sa vitesse avec des charges un peu plus faibles, tu sais, parfois tu vois des mecs qui sont vraiment forts et qui font une montée, tu sais, un warm-up et tout, et tu les vois bouger genre 160 kilos, t'as l'impression qu'il y a littéralement que la barre, tu sais. La vitesse Ouais, d'exécution est incroyable. Quand tu juges cette vitesse d'exécution par rapport à leur max, ouais, et ben la vitesse décroît en fait. Alors ouais, effectivement, ouais. toi, si tu juges toi ta vitesse par rapport à leur exécution et leur 1RM, tu te dis, ah ouais, non, mais le mec, il est beaucoup plus rapide que moi, donc ça veut dire qu'il lui en reste encore largement sous Ouais, le coude. ouais. Et je comprends, parce que forcément, on se base toujours par rapport à notre référentiel, mais ça se trouve, pour lui, dans sa tête, il se dit, waouh, cette répétition, elle était vraiment lente par Ouais, rapport à ouais, ce que bah j'ai ouais. l'habitude de faire. Ouais, ouais. Donc c'est toujours par rapport au même référentiel. C'est-à-dire que lui, peut-être que par rapport à ses autres répétitions, il a déjà l'impression qu'il est limite en termes de vitesse d'exécution. Toi et moi, on le regarde, on dit non mais le mec, il pouvait mettre encore 20 kilos sur la barre, quoi. Tu vois. Ouais, ouais. Bah Non, d'ailleurs, non, ouais, je vois ce que tu veux. on en parlait hier parce que tu m'as envoyé le deadlift sumo de Jamal, là, De Jamal. qui est, la vitesse d'exécution est incroyable. Et il tire combien? 4-10. C'était 4-10 là qu'il avait fait. 4-10. Easy. Et en plus, tu te dis, parce que j'en parlais justement avec un pote et élève à moi, mon pote Greg là, et il me disait, ouais, il a fait un petit deadlift. Il a fait un petit deadlift parce que Jamal a déjà fait 4,40 en grip et là il tirait en mix Ah ouais. parce que je crois il s'était trop arraché la main et je pense que par stratégie, tu vois, parce que là il a fait les 1000 kilos au total, il les avait jamais fait. Donc je pense que par stratégie, en fait, il s'est dit je vais me mettre en mix parce qu'il en a marre que sa main le foot bah, dans la merde, hein, clairement, parce que son grip bah, tient pas au-delà de 400, enfin il ne tient pas toujours en tout cas. Et, euh, et c'est vrai que c'est un petit deadlift pour lui, parce que t'as l'impression que la barre est super rapide, mais il y a quand même cette relativité par rapport à son max, où en fait, bah, il lui manque que peut-être genre 8% en fait, 8% pour être à son max. C'est pas en mode il a fait 4,10 comme ça, il peut faire 500. Donc c'est sûr que par rapport à 440, on se dit que c'est faible, mais en vrai en termes de pourcentage, il reste quand même proche en fait de son maxi. Et c'est toujours cette notion de relativité au sein d'un individu, au sein d'une perf, au sein des gens, et en fait c'est ce que tu disais, qui est toujours très cool à prendre en compte pour contextualiser les choses. C'est ouf à ce tonnage-là, tu te rends compte que l'incrément est ridicule en fait. C'est-à-dire que Ouais, lui, quand il augmente ses barres de 10 en 10 de chaque côté, c'est un peu comme quand moi je mets 1,25 et 1,25 oh, de chaque côté. mais clairement. Et tu vois, j'avais vu la gamme d'échauffement de Yuri Belkin, je crois, avant de faire bah, quelque chose comme 415 ou 420 et tout. Mais sa gamme d'échauffement, c'est clairement, déjà, il démarre pas à 70, hein. Il démarre à 100, 120, 120, 170, 220, 270, 320, 370. Et après, hop, c'est bon, on va au charbon sur le plateau, on démarre à 400, tu vois, et pas beaucoup de répétitions. Et enfin voilà, c'est juste exceptionnel de voir ça. Mais ça, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, mais c'est un point extrêmement intéressant. C'est, je crois que c'est le syndrome de la... Je vais appeler ça le syndrome de la nationale. C'est-à-dire que au fur et à mesure que tu progresses, il faut aussi accepter que bah, ton warm-up, il va être différent en fait. Parce que si tu Ouais. t'entraînes, si tu t'échauffes toujours de la même manière, il y a des gens qui restent bloqués comme ça en fait, qui Et évoluent, ben qui deviennent de plus en plus forts. Mon élève, il était comme ça, tu vois. Il me faisait des bonds de 30 kilos, de 70 jusqu'à 270. Il me faisait des bonds de 30 kilos, tu sais. Mais moi j'ai vu pire, hein. J'ai vu des gens qui venaient me voir et je voyais leur capacité de travail qui était vraiment ridicule et tout. Et je leur dis, ok, vas-y, dis-moi comment tu t'échauffes et tout, machin. Et le mec, il squattait à 140 kilos, donc tu vois, intermédiaire, bien et tout. Mais il faisait barre à vide, 10 kilos de chaque côté,
10 kilos de chaque côté, 10 kilos de chaque côté. Et Ouais. tu te rends compte qu'il arrive à sa série de travail, et même si je lui ai dit, bah, tu te fatigues pas trop sur ton échauffement, mais il y a forcément une fatigue Il est cuit. accumulée. Parce qu'il a déjà fait 8 séries avant de commencer sa série de travail. Ouais, ouais. Donc c'est difficile. Et c'est vraiment ce que j'appelle le league de la nationale, c'est-à-dire que tu t'échauffes comme si c'était encore en national, alors que maintenant tu es en Ligue 1 Ouais, et ouais. il faut y aller en fait. C'est comme tu dis, Mm. si tu squattes 250 kilos, bah tu vas pas t'amuser à squatter pendant à 40, 60, 70, Ouais, ouais. 1000 fois parce que de toute façon Ouais. tu vas te fatiguer et ça va être contre-productif. Donc tu t'es adapté, ton corps il va pas mourir si tu utilises directement des intensités un petit peu plus importantes et davai comme dirait Yuri. Après c'est toujours un petit peu intimidant parce que je pense à un moment, il faut forcément faire le choix du transfert. Et du coup, il y aura quelques séances où on se dit, ouais, bah c'est vrai que putain, maintenant, mon maxi c'était n'importe quoi, 200. T'as grave progressé, maintenant mon maxi c'est 225. Je peux plus m'échauffer de la même façon. Mais ça veut dire qu'à un moment, tu dois faire l'effort de te dire, bah je vais être un peu inconfortable sur mon échauffement. Et C'est ça, ça. moi j'ai eu beaucoup de mal à le faire sur le squat au début. Et je continuais à faire je mettais, bon alors je mettais barre à vide, je mettais 50, je mettais 70. Je me sentais bien, après je faisais 100, 120 et tout. Et puis à un moment, je me suis dit non, mais c'est pas possible, ça met beaucoup trop de temps, c'était insupportable. Et je suis vite passé en fait de barre à vide, 70, 120, et après je faisais 150 ou 160, et j'ai gagné beaucoup plus de temps. Alors après, c'est là qu'on se rend compte de la qualité du warm-up de manière générale. C'est sûr que si vous arrivez directement sous votre barre, que vous n'avez pas fait éventuellement un petit peu de montée en température, un petit peu de mobilité, histoire de vous conditionner un peu et que vous arrivez, oh bah vas-y, Ouais. ma barre je la prends, je squatte direct, ça peut être un peu problématique. Mais s'il y a un bon conditionnement avant et un bon warm-up, généralement c'est pas un souci. 100% d'accord. Je pense que c'est quelque chose à débloquer dans son esprit, mais une fois qu'on l'a débloqué, je pense que c'est important de le mettre en place parce que sinon ça va carrément vous limiter dans votre progression et sur vos séries de travail. Donc c'est contre-productif. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, tu vois. Ouais, Si vous faites ça, attention. Et il y avait un dernier truc dont je voulais parler avant de clôturer ce podcast, par rapport encore une fois aux intensités et par rapport euh, à la proximité à l'échec. C'est que on n'en a pas parlé, mais le fait, tu sais, on pourrait se dire, ouais, bah, si on peut utiliser des intensités plus élevées et du coup avoir un recrutement direct des unités motrices à seuil plus élevé, ce qui est quand même plus intéressant, tu vois. Donc pourquoi pas, encore une fois, s'entraîner à au-dessus de 85% ou 80% sur tous les lifts. Bon, évidemment, on en a parlé déjà sur les exercices d'isolation, c'est un petit peu plus compliqué, donc il faut des intensités un peu plus en dessous. Mais il y faible. a Ouais. aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que en termes de tissu conjonctif, en termes d'articulation, bah, s'entraîner avec des intensités très élevées tout le temps, que ça soit sur machine ou en poids libre, et ben, encore une fois, en termes de récupération, ça va prendre plus de temps. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent avec des intensités plus faibles, parce qu'ils savent que bah, musculairement, ils vont récupérer, et ça va pas impacter leurs articulations, leurs tissus conjonctifs, leurs tendons. Euh, leurs ligaments de la même manière en fait. Donc moi ce que je vois beaucoup aussi c'est des gens qui sont allés, enfin qui ont connu des blessures. J'en connais pas mal parce que du coup vu que je me suis blessé, il y a pas mal de gens qui viennent me voir pour se faire coacher pour des blessures. Et du coup je me rends compte que souvent bah, ils travaillent avec des faibles intensités parce qu'ils savent que bah, ils peuvent le tolérer et ils vont pas impacter trop leur récupération par rapport à ça. Et toi, c'est quelque chose que tu vois aussi ou pas? C'est quelque chose que je vois, mais c'est quelque chose, moi, que j'ai jamais expérimenté perso, tu vois. Genre, j'ai toujours pu m'entraîner quand même à des intensités relativement élevées. Après, j'ai toujours fait attention Mais de, c'est aussi de, parce que tu as fait le choix, parce que tu voulais pas t'entraîner avec des intensités plus faibles. Non, non, mais il y a une partie de ça inconsciente parce que je me suis jamais dit dans ma tête, ouais, vas-y, je vais faire du 5 RM parce que faire du 15 RM, ça me saoule. Vu que j'ai toujours pratiqué un peu de power, il y a toujours un moment où je devais me rapprocher de façon, par principe de spécificité, d'intensité plus élevée. Après, comme je disais, j'ai jamais fait non plus le gogol à me retrouver à faire 4 jours d'affilée du bench, même tout au début quand j'ai commencé la muscu, c'est un truc qui m'est
qui m'est jamais passé par la tête. Je laissais toujours un temps de repos suffisamment important. Et du coup, j'ai eu cette fameuse blessure au coude et qui me gêne toujours un peu, enfin cette espèce de blessure au coude avec l'avant-bras et tout, qui me gêne sur mon squat et qui me gênait du coup sur mon bench parce que je manquais de mobilité et que probablement que mon coude fait poubelle en termes de manque de mobilité et au bout d'un moment toutes les tensions se rejoignent à un endroit. Mais le fait d'avoir des intensités suffisamment élevées, même avec une fréquence de 2 sur le bench ou sur le deadlift, ça m'a jamais posé souci, tu vois, donc c'est pas vraiment quelque chose où je peux témoigner en disant ouais ouais Ouais. bah je comprends carrément de quoi tu parles. Et même généralement les gens que j'ai coachés c'est pas quelque chose qui est revenu de manière récurrente, donc je t'avoue sur ça j'en ai déjà Je, entendu parler mais je l'ai jamais vécu en tant qu'athlète ou en tant que coach. En fait, je pense qu'il y a un petit problème, c'est que si tu suis la littérature, tu te dis, bon, bah, plus je progresse et plus j'ai besoin d'avoir une fréquence élevée et plus j'ai besoin d'avoir un volume élevé. Et du coup, à cause de ça, bah, les gens ont tendance à vouloir se diriger vers ça, en tout cas les gens qui ont la sensibilité par rapport à la littérature scientifique. Et du coup, ils s'éloignent bah, du coup des intensités un peu plus importantes parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont du mal à récupérer de grosses intensités s'ils s'entraînent tous les jours avec des grosses intensités. C'est-à-dire que musculairement, potentiellement, ils peuvent récupérer, mais leurs tissus conjonctifs, leurs tendons, leurs ligaments ont du mal, leurs articulations ont du mal à récupérer en faisant du lourd tous les jours. Et du coup, ils se retrouvent avec des intensités un petit peu plus faibles, avec plus de répétitions, et ils s'éloignent un peu plus de l'échec finalement. Tu vois, parce que, encore une fois, avec des intensités plus faibles, c'est plus difficile d'avoir le mindset pour aller jusqu'à l'échec. Et je vois souvent cette dynamique se mettre en place. Et finalement, je me demande si, bah, quand tu comprends pas ces concepts, tu te retrouves avec un entraînement qui est finalement optimal sur le papier par rapport à leur entraînement, par rapport à leur niveau, mais finalement qui est pas optimal parce que il y a plein d'aspects qui prennent pas en compte et surtout cette proximité à l'échec et ces intensités d'entraînement qui sont finalement pas là. Et je pense que c'est une erreur que pas mal de gens font dernièrement, pas, en particulier avec euh, tu vois, la mise en place et les gens qui expliquent que bah, des fréquences plus élevées sont sans doute plus intéressants pour des niveaux intermédiaires à avancer. Et tu vois, c'est un peu le revers de la médaille dans ce sens-là, où tu as des gens qui se retrouvent avec bah, des fréquences hyper importantes, tu vois, genre par exemple 6 fois un groupe musculaire par semaine, peut-être en Hmm. ayant sauté quelques étapes et avec bah, des entraînements qui suivent pas, et du coup, vu qu'ils ont peur de se blesser ou qu'ils peuvent pas récupérer, bah, ils travaillent pas avec les bonnes intensités, ou ils travaillent, ouais, tu vois, voilà. Ouais, et du coup, je pense que c'est pour ça des fois que le full body se fait un peu taper dans les pattes parce que bah au final, on se retrouve avec à voir des vidéos d'entraînement de personnes qui ont compris qu'une fréquence importante c'était important et du coup, ils ont une fréquence de 4 5 6 sur un groupe musculaire et puis bah au final, quand on les regarde s'entraîner, on a l'impression, si on se fie justement à cette idée de vitesse par rapport à la première rep, à la dernière rep, qu'il n'y a pas vraiment de décélération dans l'ensemble de l'exercice et que du coup l'intensité n'est pas au rendez-vous, ce qui vient souvent à proposer, ouais mais le full body en fait au final c'est plutôt pour les débutants ou c'est plutôt pour une reprise ou ci ou ça Exactement. machin, parce que bah en fait les mecs quand ils s'entraînent en full body, alors ouais ils ont fait 6 fois dans la semaine les pectoraux, mais quand tu les regardes s'entraîner, t'as l'impression que bon bah voilà il joue de la trompette quoi, donc c'est un peu pour ça C'est que ça, t'as je pense l'impression. que le full body a une mauvaise t'as- 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 réputation. Mais c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui dans ce sens-là par rapport à la proximité à l'échec, parce que c'est un concept qui est hyper important. Et c'est pour ça que c'est pas parce que ton entraînement il est optimisé et que tu fais et que tu te crois avancé parce que tu fais un groupe musculaire 6 fois par semaine qu'en réalité bah, que c'est absolument parfait pour toi à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un tout, et c'est multifacteur, il faut tout prendre en considération. Si tu te retrouves à faire du 6 fois par semaine avec un full body tous les jours, mais que bah, en fait tu fais un peu comme un circuit training de Tata Jeanne. Mm. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu Ouais, sais, ouais. genre, ah bah ça y est, j'ai fait 10 répétitions, bon bah maintenant je passe à ça, ah bah je fais 10 Mm. répétitions, ah bah ça y est, mon entraînement il est terminé.
Ouais, mais enfin, ça, c'était pas vraiment un entraînement, tu vois. Et c'est souvent, comme tu dis, ce qui se fait critiquer quand les gens disent ouais, non, mais le full body, c'est pour les athlètes avancés. Et les gens, ils disent ouais, mais n'importe quoi. Moi, je fais un bro split et Ronnie faisait un bro split et c'est ça qui marche parce que tu dois avoir une vraie intensité de l'entraînement, etc. Et je pense que c'est un concept qui est important à prendre en compte. Et du coup, là, après, je pense qu'on va clôturer, mais là, il y a un dernier truc qui me vient en tête, du coup, avec cette idée du full body et qui, par les défenseurs souvent du full body, ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied. C'est quand, et on en avait déjà parlé, les mecs qui disent oui, mais je vais pas faire cet exercice, il est trop fatigant. Alors au final, on en arrive à quoi? On en arrive à faire des full body euh, avec une Ça grosse y est, j'ai fréquence. enfin réussi à le lancer là. Sentez la Non, rage. non, 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 il n'y a pas de rage, il n'y a pas de rage. Parce que les mecs réussissent quand même à progresser. Mais au final, ça fait un ensemble qui devient incohérent parce que du coup, on se retrouve avec des mecs qui font des full body, qui prônent une grosse fréquence, qui sont RIR 8, et en plus d'être RIR 8, on prend des exercices qui sont pas trop fatigants. Je pense que dans l'ensemble, il y a des choses peut-être à revoir. Et qui ont des physiques de débutants comme Nevin Barnett. Non, tu fais des 20 RM au squat, mec. Tu fais des exercices de Ah non, mais là, bonhomme. j'ai. Non, mais j'avais pas le choix. Mais je pense qu'on parlera de mon split parce que j'ai complètement changé mon split dernièrement et je pense que tu seras très très surpris. Je t'enverrai un Oh, texto par rapport à ça, ouais. mais euh, Il m'a fait un gros split, putain. Je sens qu'il est bon. complètement. Avec un petit rappel. Bon, bah, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. N'hésitez pas à nous poser des questions ou nous soumettre des sujets sur lesquels vous voulez qu'on s'énerve un petit peu avec Axel, même si aujourd'hui c'était assez peace. Vous savez on aime bien s'énerver un petit peu. Merci Axel pour ton temps et je vous dis à bientôt et on se retrouve dans le prochain podcast. Ciao. Pas de soucis. Ciao tout le monde.